Un, 2, 3. Oui, je ne sais pas si on revoit le film de tout à l'heure ou pas. Bon, si on doit le revoir, on le revoit maintenant, mais sinon on va démarrer tout de suite. Alors on a parlé à l'instant sur la table ronde précédente de la transformation des entreprises, comment elles agissaient différemment pour essayer de se mettre en marche dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans leur pratique quotidienne de leur business. Et dans ce deuxième volet de cette matinée Dialogue pour demain, on va s'intéresser au nouveau modèle d'économie. Est-ce qu'on peut imaginer des modèles différents, et notamment en passant par l'ancrage local avec des liens avec des partenaires plus locaux, ce qui est souvent source de vertu. Comment les organisations se mettent en place ces modalités, comment elles travaillent. En tout cas, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Grandpierre. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur des designs graphiques numériques et produits de chez Jean-Claude Decaux. Alors Jean-Claude Decaux, vous nous en parlerez un petit peu, mais on connaît tous Jean-Claude Decaux, on voit vos véhicules et vos mobiliers urbains dans nos villes au quotidien. Jean-Philippe Dubar, bonjour et bienvenue. Vous êtes le directeur de la responsabilité sociétale et environnementale et du sociétariat, j'arrive, à la Banque Populaire du Sud. Vous êtes un acteur typiquement local. Et Jean Tiangir, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de coordination climat chez BPI France, donc BPI, Banque Publique d'Investissement, un acteur primordial, on va dire, et on va parler également de ce que vous faites pour animer des communautés locales et pour faire travailler les entreprises ensemble. Alors, Sylvain Grandpierre, je disais, tout le monde connaît Jean-Claude Decaux, mais peut-être un mot de présentation quand même. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Jean-Claude Decaux, l'entreprise est née en 1964 à partir d'un homme, une idée qu'il avait, qui était de proposer des services utiles aux collectivités et de les financer au travers de la vente de communication sur ces dispositifs-là. Donc est né l'Abribus. Et dans le modèle de JC Decaux, le principe, c'est que l'installation, l'investissement de l'équipement, l'entretien et la maintenance sera totalement pris en charge par la publicité. Donc, ça ne pèse absolument pas sur les finances des collectivités directement. Donc, on peut s'abriter de la pluie et du soleil quand on attend le bus grâce à cette idée qui est née en quelle année ? 1964. 64. Et qu'on a exporté dans 80 pays, en fait, dans ce modèle-là. Donc, c'est vraiment un modèle de sobriété et de circularité, puisqu'en fait, nous concevons les mobiliers urbains pour qu'ils durent plus de 30 ans. Et nos processus visent à, comme on est propriétaire de ces équipements, à faire en sorte que quand on va les réutiliser sur différents contrats, eh bien, on le fasse dans un processus industriel qui soit le plus simple possible. C'est tout à fait l'inverse de l'obsolescence programmée qu'on peut rencontrer dans d'autres industries. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, nous, dans ces processus-là, nous avons continué à faire évoluer le modèle, puisque quand on renouvelle un contrat, on le fait par exemple, et ça va être le cas avec le renouvellement du contrat des abribus de Toulouse, on va rénover 1300 abris directement sur site. Donc c'est un processus qui consomme moins de carbone. Donc vous le démontez pas, vous l'amenez pas en usine, vous traitez sur le trottoir, on va dire. C'est exactement ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment des processus dans lesquels nous sommes engagés depuis des années pour réduire notre empreinte carbone directement. Très bien. Alors combien de salariés Jean-Claude Decaux en France et peut-être en Occitanie, puisqu'on est à Montpellier aujourd'hui ? Alors tout à fait. En France, on est 3300 personnes. Et en Occitanie, en fait, il y a 169 emplois directs, 180 emplois indirects, et 392 qui sont induits. Donc notre activité économique sur le bassin de l'Occitanie représente 741 emplois. Alors la publicité qu'on peut voir sur vos mobiliers, elle a une particularité, c'est qu'elle est vendue de manière locale. C'est-à-dire que vous proposez aux entreprises du territoire ou aux collectivités, aux organisateurs de festivals, que sais-je, d'annoncer localement en fait. Oui, tout à fait. Donc nos réseaux sont mis à disposition. Donc les réseaux, ils sont formatés pour pouvoir répondre à des problématiques de communication. Du tissu économique local, ça commence à 800 € en fait. Ah oui. Et le premier réseau est à ce prix-là. Et en fait, 60% de notre chiffre d'affaires est fait localement par le tissu économique local. Les 40 autres pourcents, ce sont des marques nationales. Donc on voit que la part la plus importante est vraiment pour et en faveur du tissu local. Donc c'est au service du local. À l'heure de la mondialisation où on voit des chaînes d'approvisionnement qui s'étirent à l'échelle planétaire, on l'a vu pendant la crise du Covid, on avait des masques qui venaient de Chine puisqu'on
pouvez plus en fabriquer en France et en Europe. Vous avez décidé chez Jean-Claude Decaux de travailler avec des industriels français depuis longtemps. Vous avez même votre propre usine. Hein. Oui, on a une usine de production qui est en France, hein, qui est basée en région parisienne. Et c'est là où on assemble les sanitaires automatiques, les kiosques à journaux, les colonnes Maurice, les abribus. Nous, on a un réseau de 1700 fournisseurs en France. On a une histoire française. Et on s'est appuyé sur les fournisseurs français pour développer notre entreprise. Et sur les 1700, c'est 70%, ce sont des PME. Des PME. Et alors, c'est un choix délibéré. On voit, hein, hier, j'étais derrière un de vos véhicules et je voyais le bleu, blanc, rouge qui est clairement matérialisé. C'est une volonté ? Oui, depuis l'origine. Les couleurs des camions sont les mêmes depuis l'origine de l'entreprise. Jean-Claude Decaux avait un attachement très fort à la France. Et on a toujours voulu conserver les couleurs de notre pays sur les véhicules. On défend le modèle avec cet attachement d'entreprises françaises attachées à ces valeurs. Bah alors déjà, se fournir, s'approvisionner en France, c'est bien, mais vous allez un peu plus loin. Même quand c'est possible, vous approvisionnez localement, régionalement. Oui, tout à fait. Donc, on a un réseau de fournisseurs et quand on peut, on s'appuie de manière directe pour répondre à des marchés sur ce réseau de fournisseurs. Dans le cadre du renouvellement du marché de Toulouse pour les abribus, donc qui a été récemment remporté, absolument. Hein. Absolument. Nous avons fait le choix de prendre un partenaire local, l'entreprise Cité Concept, qui est basée dans l'agglomération de Toulouse, pour nous fournir des abribus. Donc ces abribus seront fabriqués localement à Toulouse. Ah, pas forcément dans votre usine parisienne. Absolument. Ah oui, donc vous vous rapprochez du client final, on va dire. Voilà, tout à fait. Et vous essayez de faire ça dans chaque région quand vous remportez un marché ? Quand on peut le faire. Mmh. Quand on peut le faire. On a en fait ce réseau de fournisseurs sur lequel on s'appuie. Hein, ce sont des gens qui eux-mêmes ont des gammes commerciales sur lesquelles qu'on peut utiliser localement. Mmh. Et il y a ce réseau en France. Hein, donc on a la chance d'avoir encore. C'est un sujet dont on pourra parler. On a encore un peu d'industrie locale. On a un peu d'industrie, mais nous pensons qu'il faut quand même relancer ce sujet pour avoir une vraie indépendance et une souveraineté en France sur le tissu industriel. On en parlera avec Jean-Siane justement du défi de réindustrialiser. C'est aussi importer moins de CO2. Le circuit local a ses vertus. Jean-Claude Decaux, du coup, aujourd'hui, comment se porte l'entreprise ? Plutôt bien, plutôt en croissance ? Est-ce qu'il y a la concurrence ? Est-ce que vos concurrents essaient aussi de faire du local ou c'est plus difficile ? Alors, nous dépendons de la commande publique. En fait, voilà, c'est le code de marché public qui drive nos affaires puisque nous avons des appels d'offres. Nous militons pour que le tissu industriel français puisse se régénérer et s'industrialiser. Et nous souhaitons que dans la commande publique, les critères environnementaux soient plus élevés. Alors à partir de 2026, la loi va évoluer pour obliger toute collectivité qui va lancer un marché à intégrer des critères environnementaux dans ces marchés. C'est pas encore le cas aujourd'hui. Non, c'est pas obligatoire. En fait, c'est la volonté de la collectivité. Absolument. Donc ça, c'est un bon point. À partir de 2026. Cependant, si le critère environnemental représente 5% de la notation globale, c'est pas suffisant. Ben non. Donc nous souhaitons parce que globalement, les marchés sont lancés avec le critère numéro 1. Le prix. Voilà, tout à fait. Donc nous, ce que nous défendons, c'est le fait que le critère environnemental soit au moins au même niveau que le prix. Et l'objectif, il est clair, c'est que ça permettra de relancer une dynamique en France d'entreprises qui pourront offrir sur la base d'une décarbonation, parce qu'en fait, ça passera forcément par l'innovation, et de pouvoir proposer des produits. Parce que dans notre domaine d'activité, un concurrent peut acheter à l'autre bout de la planète du mobilier urbain qui ne sera pas cher, mais qui aura un bilan carbone catastrophique. Ouais. Et donc, évidemment, vous, en vous ancrant dans des boucles locales, vous limitez les émissions de CO2. Et puis, j'imagine, pour vous aussi, c'est peut-être plus efficace que de payer des transporteurs à faire venir des équipements de très loin. Oui, complètement. Alors, le local, nous, depuis l'origine, en fait, les équipes qui font l'entretien et la maintenance, on a fait le choix d'être basés localement. Et les personnes que vous voyez avec nos camions, ils sont basés dans les territoires. C'est-à-dire que la personne qui fait l'entretien maintenance de l'abribus, elle habite sur l'agglomération. Oui, et ça, c'est un choix justement qui, au niveau de l'utilisation des véhicules, permet de diminuer l'empreinte carbone. Mmh. Alors Jean-Philippe Dubar, on va s'intéresser à la Banque Populaire du Sud, donc une banque bien connue ici dans la région.
Le local, vous, c'est dans votre nom du Sud déjà, donc c'est dans votre ADN. Peut-être un mot, quel est votre périmètre à la BP Sud? Alors, la Banque Populaire du Sud est une vieille dame, hein, parce qu'on a plus de 100 ans, donc on est un peu plus âgé que la structure de Sylvain. Nous sommes sur l'ex-Languedoc-Roussillon, donc sur 7 départements. Historiquement, le siège est à Perpignan, mais nous avons aussi des sites centraux sur Nîmes, Montpellier et Sète, et nous sommes sur tous les départements donc, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, du Gard, Sud-Ardèche, de l'Ariège, de la Lozère et donc bien sûr de l'Hérault. Alors, on voit ce regain du local, du localisme. C'est aussi une demande des clients, hein, de vos clients qui souhaitent des centres de décision. Et c'est la même chose pour BPI France, on en parlera tout à l'heure, d'avoir des conseillers clients qui connaissent le territoire et pas voir son dossier monter à Paris pour être arbitré en capitale. Oui, c'est important, Gilles, ce que vous dites, parce qu'on échangeait avec Jean-Siane préalablement à la réunion. Là, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir vraiment la culture du circuit court. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les centres de décision, ils sont pris à Perpignan, à Montpellier, à Nîmes. Et le comité de crédit, quand il se réunit tous les mardis, il se réunit sur le territoire. Les 2200 collaborateurs de la Banque Populaire, il y a plus de 90% qui sont issus du territoire. Ce qui veut dire qu'ils connaissent le terrain, ils connaissent les particularités qu'il peut y avoir entre si je suis à Mende, si je suis à l'Odève, si je suis à Perpignan ou à Nîmes. Donc oui, là, il y a pas de d'autant qu'il est très hétérogène ce territoire. Exactement. Ouais. En plus, on a la chance d'avoir un territoire avec quelques métropoles, mais qui sont pas énormes par rapport à d'autres territoires. Si on était sur Auvergne-Rhône-Alpes, on n'aurait pas du tout le même territoire, notamment aussi industriel. Là, on a un territoire qui est très rural. Et d'ailleurs, dans cette notion de circuit court, on a, à la différence peut-être de certains de nos concurrents nationaux, on a aussi tendance à vouloir réinvestir les territoires ruraux en ouvrant de nouvelles agences. C'est-à-dire que cette année, on a ouvert 4 nouvelles agences en territoire rural, ce qui permet aussi de réduire les déplacements de nos clients, ce qui aujourd'hui est une vraie problématique en matière d'empreinte carbone, ce qui permet de permettre à nos commerçants localement, lorsqu'ils ont besoin de monnaie ou quoi que ce soit, de ne pas être obligés de faire 30 ou 40 km pour pouvoir les récupérer. Donc on est vraiment dans cette culture-là. Alors que d'autres enseignes nationales ferment des implantations. Oui, on ne va pas donner des noms. Non, mais l'idée, c'est pas ça, mais c'est que vous, c'est une volonté, ça répond aussi à un besoin. C'est parce que si vous êtes seul sur un territoire, forcément, vous aurez plus de clients que celui qui n'y est pas, non? Exactement. Et c'est vrai que la particularité de la Banque Populaire, mais comme des banques coopératives en général, vous connaissez les autres, alors que ce soit nos cousins de la Caisse d'épargne ou nos collègues du Crédit Agricole, mais on est vraiment des banques territoriales. Donc du coup, chaque conseiller va être amené à travailler autour de son agence, et ce qui permettra aussi de faciliter la connaissance des particularités, comme vous l'avez dit, qui sont très différentes entre un secteur et l'autre, et donc de pouvoir mieux répondre et de façon plus adaptée, et de tenir compte aussi, ça a déjà été évoqué rapidement par Sylvain, mais des futurs critères qui vont s'imposer dans les décisions de crédit dans les prochaines années pour les chefs d'entreprise. Critères environnementaux. Qui sont les critères environnementaux et les fameux critères ESG. Et ces fameux critères ESG, c'est vrai qu'on n'a pas la même problématique lorsqu'on est à Perpignan. On a vu il y a quelques jours les problématiques climatiques avec les intempéries qui ont été très très fortes là-bas. Mais la problématique que vous avez si vous êtes dans un terrain qui est inondable ou pas, si vous êtes en zone à Nîmes, on sait qu'il y a des risques pour un chef d'entreprise qui va vouloir s'implanter là-bas. Et ça, si vous n'êtes pas du territoire, que vous êtes à Paris... On ne le sait pas trop, voilà. C'est un peu invisible. Alors, comme a expliqué Sylvain pour Jean-Claude Decaux, qui essaie de travailler avec des partenaires, des fournisseurs locaux, vous me disiez, quand on préparait ce rendez-vous, que vous êtes un des éléments de l'écosystème autour des entreprises que vous accompagnez. C'est-à-dire que vous êtes le banquier, mais vous travaillez avec des experts comptables, des notaires, enfin voilà, toute cette communauté qui accompagne le chef d'entreprise, parce que vous êtes très présent sur en gros, une entreprise sur 2, voire 2 sur 3, est client de la Banque Populaire Sud. Alors oui, si on prend les entreprises, on va dire de style corporate, on a à peu près une entreprise sur 2 ou sur 3 en fonction des territoires. Et sur les créateurs d'entreprises, on accompagne un créateur sur 3 ou sur 4 là aussi, donc ça veut dire qu'on est bien présent, mais qu'on ne peut pas le faire tout seul. Et le chef d'entreprise aujourd'hui, un chef d'entreprise qui veut se lancer dans un projet, il faut bien reconnaître que depuis quelques années, il faut être un peu fou, parce qu'avec toutes les difficultés qu'il y a, déjà à la base, c'était pas simple, mais alors là, depuis quelques temps, ça s'est quand même fortement renforcé, les difficultés. Et seul, il n'y arrivera pas. Donc il a besoin bien sûr de son banquier, parce que s'il n'y a pas de banque pour financer son projet, rien ne se passe. Voilà, rien ne se passera. Mais il a besoin aussi de tout un écosystème. Et ce qui est important aujourd'hui, justement, c'est que la banque doit être, en tant que tiers de confiance, doit participer à la création de cet écosystème.
L'écosystème naturel, c'est l'expert comptable, c'est l'avocat éventuellement, voilà. Mais c'est pas que. Il faut qu'on puisse faire en sorte que le chef d'entreprise ne soit pas seul devant ses difficultés, qu'il puisse se créer un tissu relationnel, qu'il puisse être accompagné par différentes structures, et notamment en intégrant toutes les difficultés et toutes les problématiques qu'il vont y avoir dans les prochaines années sur la transition énergétique. Il faut aussi qu'on puisse être à même de le conseiller et de le diriger vers les bonnes personnes qui pourront lui donner le bon conseil. Vous les dirigez vers quel type d'organisme On a des partenariats, mais j'en viens de en parler tout à l'heure, mais avec l'ADEME, avec l'AREC, avec d'autres structures. On a créé la Banque de la transition énergétique qui elle-même est un nouveau label que nous avons mis en place depuis le mois de janvier 2023 sur le territoire et qui accompagne tous nos clients. On a plus de 550 000 clients aujourd'hui sur le territoire. Wow. Donc ça commence à faire un certain nombre, particuliers et professionnels, et on fait en sorte de les accompagner dans ces problématiques-là. Mais la problématique RSE est une problématique qui ne touche pas que la transition énergétique. Elle touche aussi d'autres problématiques, notamment donner du sens aux collaborateurs. Et s'il y a des chefs d'entreprise ici, ils savent qu'aujourd'hui c'est très compliqué de recruter en plus localement. Et donc, il faut arriver à donner du sens. Donc, on essaye aussi, dans nos discours, dans nos entretiens avec les clients, de les accompagner et de faire en sorte de participer aux différentes structures, organisations, animations sur ces thématiques pour pouvoir en parler. Alors, vous avez noué beaucoup de partenariats aussi. Vous parliez de l'ADEME, de la REC, mais aussi avec les chambres consulaires, les CCI, les syndicats patronaux, MEDEF, CPME. Est-ce que ça vous donne d'être très local, en fait? Est-ce que ça vous donne un avantage concurrentiel versus des nationaux qui sont moins implantés territorialement? Alors, par rapport aux nationaux, oui, je pense que c'est assez indéniable. Après, on retrouve souvent dans ces structures-là les autres banques locales que j'ai citées préalablement. Et en fait, l'idée, c'est de travailler vraiment en synergie avec un partage de valeurs sur des projets qui sont des projets territoriaux. La Banque Populaire, 100% des finances que vous placez dans une banque populaire ou dans une autre banque coopérative régionale sont réinvesties sur le territoire. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas financer des opérations à Singapour, à Taïwan, aux Donc États-Unis. c'est du circuit court. On est vraiment sur du circuit court. 100% de nos ressources sont réinvesties sur 100% des placements des clients sont réinvestis sur le territoire. Donc là aussi, c'est un modèle qui existe depuis des années, qui n'est pas le même modèle économique que les banques nationales. Certaines banques nationales, 80% de leur chiffre d'affaires est fait en dehors de France. Oui. Moi, 100% de mon chiffre d'affaires, il est fait sur le Languedoc-Roussillon. Comme ça, c'est plus clair. Voilà. Est-ce que, quand on est, une question que je me pose, quand on est banquier, est-ce qu'on accorde, comme on connaît mieux l'entreprise qui vient demander un crédit ou le particulier, est-ce qu'on accorde plus facilement? Est-ce que c'est plus facile d'avoir un prêt chez vous que chez d'autres qui connaîtraient moins les contraintes du territoire? Alors aujourd'hui, tout le monde est au courant des difficultés qu'il y a, du fait que certaines banques, plus que d'autres, ont réduit un peu la voilure en matière d'octroi de crédit avec la montée des taux et l'inflation. L'an dernier, au niveau des entreprises, en 2022, on a distribué à peu près 1,3 milliard d'euros de crédit sur le territoire. Donc je suis quand même allé voir les chiffres parce que je me suis dit je vais certainement avoir la question pour savoir qu'est-ce qu'on avait fait au 30 juin. Au 30 juin, on était à plus de 550 millions de crédits, c'est-à-dire quasiment dans le trend de l'année dernière. En fait, on a réduit très légèrement de 8% par notre enveloppe par rapport à l'année dernière, là où d'autres établissements bancaires ont réduit de façon beaucoup plus drastique. Mais oui, c'est sûr que ça facilite les choses et on sait aussi que notre chiffre d'affaires, comme je vous disais tout à l'heure, il est issu de la santé de nos clients. Donc vous avez tout intérêt à ce que les clients du territoire se portent bien. Ouais. Voilà. Si nos clients ne vont pas bien, on n'ira pas bien. Donc il faut forcément travailler en synergie avec eux et pouvoir les accompagner dans tous leurs projets. Très bien. Alors Jean Sianger, vous êtes chargé de coordination climat chez BPI France. Un mot de présentation pour ceux qui ne connaîtraient pas la Banque publique d'investissement. Vous êtes un acteur devenu incontournable aujourd'hui. C'est ça, donc bonjour à tous. Donc BPI France, on est une banque publique. Ce qui la différencie des autres banques privées que vous connaissez, c'est qu'on travaille uniquement avec les entreprises, donc pas de particuliers. Voilà. Ouais. Et on est, comme vous l'avez dit, on est banque d'investissement, c'est-à-dire qu'on n'est pas banquier de flux, on va faire uniquement de l'accompagnement et du financement de projets. Voilà, la différence, c'est ça. On a une mission d'intérêt général en tant que banque publique, c'est d'aider les entreprises et plus particulièrement les PME, puisque c'est notre cœur de cible aujourd'hui, à se développer et surtout à se développer durablement.
Très bien. Alors, vous avez des directions régionales partout en France, notamment en Occitanie. Combien d'implantations en Occitanie? Alors, il y a 2 directions régionales en Occitanie, puisqu'on est sur le maillage du territoire, il est resté sur Sur les anciennes régions, l'ancien découpage, c'est ouais. ça. Donc, moi, je fais partie de la direction régionale de Montpellier, qui est Occitanie-Est, on va dire. Et il y a une direction régionale à Toulouse également. Et puis, on a ce qu'on appelle une délégation territoriale à Perpignan. Donc, ça fait 3 implantations en Et bientôt, Occitanie. je crois savoir une autre. Et bientôt une autre, Bien- effectivement, bien- vous êtes bien informés. Bientôt, on aura une 4e implantation à Rodez. À Rodez. C'est en cours de déploiement, effectivement. Et oui, c'est un département rural, mais très entrepreneur. Donc, vous accompagnez les PME et donc vous travaillez dans des boucles locales, un peu comme Jean-Claude Decaux ou la Banque Populaire Sud, c'est-à-dire que vous travaillez avec des CCI, les chambres des métiers, avec les syndicats patronaux, des incubateurs, accélérateurs. Comment vous maillez un petit peu ces relations? Tout à fait. Alors, l'écosystème est très important pour nous. On noue des partenariats avec les acteurs locaux, notamment les régions. Dans chaque région, on a un partenariat local qui nous permet d'avoir, en plus de nos solutions d'accompagnement et de financement qu'on a au niveau national, d'avoir des choses en plus pour accompagner les entrepreneurs localement. Ça va être, par exemple, en ce moment, on est en train de lancer avec la région Occitanie un accélérateur régional pour justement permettre à une promotion d'entrepreneurs d'accélérer leur développement et leur croissance pour aller plus vite. Et donc ça se fait grâce au partenariat qu'on a avec la région Occitanie. Parce que la région vous aide, parce que la région, avec son agence de développement économique ad hoc, accompagne énormément de PME, et donc c'est eux qui vous permettent d'identifier ceux qui sont susceptibles d'avoir un besoin d'accélération. Alors surtout, la région souhaite vraiment soutenir les entrepreneurs régionaux, et donc nous alloue des fonds pour qu'on puisse mettre en place ce genre de dispositif. Ça peut être parfois aussi, on a eu pendant le plan de relance des prêts à taux bonifiés pour aider les entreprises à se relancer, à se remettre en phase de développement. Ça peut être des fonds de garantie régionaux qui permettent de renforcer nos dispositifs de garantie. Donc ces partenariats locaux et régionaux, ils sont très très importants pour nous, et ça nous permet vraiment d'appuyer encore plus les entreprises. Ouais, ça amplifie l'offre nationale de BPI France est amplifiée en région. Aujourd'hui, vous accompagnez combien d'entreprises sur une année à peu près? Alors ça, c'est la colle. J'ai pas révisé les chiffres. C'est un petit peu compliqué de vous donner un chiffre. Parce que vous avez beaucoup de dispositifs, voilà. beaucoup de produits différents, ouais. que ce soit en garantie, en investissement. Ouais. En fait, BPI France a été créé en 2012. Mais on existe depuis beaucoup plus longtemps que ça, puisque c'est la fusion de beaucoup d'organismes historiques qu'on a souhaité rassembler pour justement avoir un seul acteur économique et pouvoir avoir un guichet unique et pouvoir avoir plus de lisibilité pour les entreprises. Ce qui fait qu'en fait, au fil du temps, au fil des fusions, on a récupéré beaucoup de métiers. Et donc BPI France, c'est aujourd'hui au niveau national 3500 collaborateurs. On intègre tous les métiers historiques qu'on a récupérés, qu'on a réunis. Et donc on fait beaucoup de choses, effectivement. Nos aides, nos solutions d'accompagnement et de financement, ça va de l'aide à l'innovation pour des startups ou même pour des porteurs de projets qui n'ont pas encore créé leur entreprise, à des financements beaucoup plus structurés pour des entreprises de taille intermédiaire, on va dire. Donc on a tout un panel. Chez nous, on aime bien ce mot. On appelle ça le continuum de solutions. Donc de la petite entreprise qui va naître jusqu'à l'entreprise de taille intermédiaire beaucoup plus grosse. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'avoir des solutions qui s'adaptent à toutes les tailles d'entreprise et aussi à tous les stades de maturité. Et donc, on a tout un continuum de solutions qui a pour but, en tout cas, de s'adresser à tout le monde. Et il faut savoir que ce continuum, on l'étoffe de plus en plus, c'est-à-dire qu'on essaye, au fur et à mesure qu'on identifie des besoins, de compléter les vides pour que vraiment ça s'adresse à tous, à tout type d'entreprise. Très bien. Alors Sylvain, j'aimerais qu'on parle du local, et vous allez être encore plus dans le tissu industriel des régions parce que vous lancez un nouveau produit qui sera dévoilé en fin d'année. C'est un abri
upcycling, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est ça. Alors, Voilà. on va traduire l'anglicisme, mais c'est vrai que nous avons donc un bureau d'études. On conçoit les mobiliers urbains et depuis l'origine de l'entreprise, en fait, directement. Et on a réfléchi à d'autres manières de pouvoir produire avec moins d'impact carbone. Donc c'est de l'éco-conception. alors, Dès sa d'abord, conception, dès- vous... voilà. Donc, chaque objet qu'on dessine, on fait en sorte qu'on réduise le nombre de pièces et que dans les choix qu'on va faire industriellement parlant, ce soit des choix qui soient les moins impactants. Avec l'upcycling, le point de vue est totalement différent. C'est-à-dire que là, l'upcycling, ça existe déjà depuis très longtemps, notamment beaucoup développé dans l'artisanat, mais notre ambition, c'est d'essayer de l'appliquer de manière industrielle à nos mobiliers urbains, c'est de reprendre des déchets qui peuvent être les nôtres, ceux d'autres entreprises, mais également ce qu'on appelle des rebuts de production. Alors un rebut de production, ça va être par exemple une entreprise qui fait de la charpente métallique. Elle peut avoir des morceaux qu'elle ne va pas utiliser, qui sont suite à son processus Des de chutes, fabrication. ouais. Des chutes. Et ces chutes-là, nous souhaitons pouvoir les réutiliser de manière directe pour en faire un mobilier urbain. Donc les bénéfices, ils sont clairs. En fait, on va baisser la consommation de carbone entre moins 48% et moins 76% quand on compare à un abribus classique, standard. C'est considérable. C'est considérable. Si chacun faisait cet effort dans son segment, on Génial. aurait résolu le problème. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, c'est plus compliqué, parce que quand vous concevez un abribus et que vous avez besoin d'en fabriquer des centaines, vous commandez à la tonne de l'acier ou l'aluminium qui vous est livré par un camion. point unique. Et c'est assez simple. Là, avec l'upcycling, un fournisseur n'est pas forcément en capacité de vous fournir le nombre de chutes que vous attendez pour arriver à faire la quantité d'abribus dont vous avez besoin pour une collectivité. Donc ça veut dire qu'il faut commencer à mettre en place un sourcing et de travailler avec des fournisseurs qu'il faut arriver à identifier. C'est des nouvelles typologies de fournisseurs avec lesquels on ne travaille pas forcément. Dans toutes les régions, du coup. Et dans toutes les régions. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un tissu, un réseau avec ces entreprises-là. Et c'est une autre façon d'envisager les choses, parce que déjà même sur la partie design, quand vous n'avez pas cette contrainte de faire de l'upcycling, vous partez d'une feuille blanche. Donc vous êtes libre de faire l'objet que vous avez envie de faire. Avec l'upcycling, vous devez dessiner l'objet en fonction de ce que vous allez récupérer. Donc c'est différent, c'est plus contraignant. Pas moins intéressant, très clairement. Mais c'est un vrai enjeu. D'abord, on consomme moins de carbone à l'origine pour la fabrication de l'abribus, mais surtout, ces pièces qui auraient été finies dans un réseau de recyclage, eh bien, elles n'iront pas, et donc il y aura moins de consommation de carbone pour les recycler, puisque nous les aurons utilisées. Donc ça, c'est vertueux. Vous l'avez présenté, je crois, au Salon des Maires? Oui, au Salon des Maires de l'année dernière, et au Salon Vivatech également. Donc on a montré 2 concepts design, et on est en train d'étudier l'industrialisation de cet objet. C'est plus compliqué. On essaye, mais ce n'est pas gagné, de faire un produit qui soit économique. C'est difficile. Et quand je parlais de problématiques environnementales, c'est que c'est difficile de faire moins cher qu'un abri sur lequel vous achetez de l'acier qui viendra d'un pays. Voilà. Low cost, ouais. Et c'est la difficulté. Pour autant, et c'est pour ça qu'on veut que les critères environnementaux favorise ce type de proposition dans la commande publique. Bien sûr. Et alors, du coup, vous en êtes où dans l'identification de ces fournisseurs potentiels de chute, de rebut de production, on va dire, de matières premières qui cherchent un deuxième usage? Vous avez complètement maillé ou c'est une recherche permanente? C'est une recherche permanente. D'abord parce que le fournisseur, il n'aura pas forcément les pièces en permanence quand vous en aurez besoin. Donc, il faut être toujours en veille. Donc, il faut chercher au travers de fournisseurs une capacité pour pouvoir être certain de répondre à une demande avec le design qu'on a envisagé, avec cette typologie de rebut, de chute qu'on va récupérer. Là, on a, dans cette phase qu'on a entamée, 50 fournisseurs, on a été auditionné, sourcé auprès des fournisseurs. Mais en fait, c'est un travail qui est compliqué parce qu'il faut voir l'état des pièces, après les chutes. Quelle est la bonne qualité? Est-ce qu'elles sont récupérables de manière directe, réutilisables? Mais les filières sont larges, c'est-à-dire que ça réinterroge toutes les fonctions et la manière de faire un mobilier urbain. On peut réutiliser des bâches pour faire un toit. On peut réutiliser des éléments d'échafaudage pour faire des parties arrière. Et quand je parlais de charpente métallique, c'est sûr qu'un mobilier urbain doit être résistant. Et c'est pour ça que notre attention s'est portée plutôt sur ces entreprises qui... Alors, les entreprises qui font de la charpente métallique, il y en a des dizaines et des dizaines en France. Forcément, donc, c'est vraiment des entreprises auprès desquelles on va aller pour se sourcer.
Alors l'upcycling, c'est bien parce qu'on donne une deuxième vie, hein, c'est une recyclerie, on va dire, à l'échelle industrielle. Mais votre souci, c'est aussi construire des choses qui durent dans le temps. On le disait tout à l'heure. Et quand un abribus, un contrat arrive à échéance, vous ne le mettez pas à la benne. Non, du tout, depuis l'origine de l'entreprise. Ouais. Donc en fait, nos mobiliers urbains, ils sont conçus pour durer plus de 30 ans. Et on récupère tous les mobiliers, puisqu'on en est propriétaire dans le cadre de l'exécution de contrat. On les récupère. On fait des rénovations à neuf dans notre atelier, dont je parlais en région parisienne. On a une cabine de peinture qui nous permet de remettre à neuf électriquement, au standard électrique, mais aussi de consommation, en changeant les sources d'éclairage. Et ça peut repartir sur un marché lorsque la collectivité aura demandé une installation d'un produit avec un design différent. Alors, vous travaillez aussi avec des startups locales, vous en avez dit un mot tout à l'heure. Et il y en a une qui a inventé un recycleur de mégots. Oui, je crois que c'est intéressant parce que ça a une double vertu. On fait travailler du local et en plus pour une action environnementale. Voilà, alors c'est une entreprise sociale et solidaire en fait qui a mis en place C'est Ecomégo. Voilà, une entreprise qui fabrique des cendriers, mais dont la particularité c'est que elle va au travers de l'insertion sociale faire la collecte des mégots dans les cendriers et surtout le recyclage derrière des mégots auprès des filières va se mettre en relation directement. Donc, ce sont le type de service que l'on propose dans le cadre de nos marchés, c'est-à-dire que quand on répond à un appel d'offres, on va proposer ce type de service, comme on va proposer ce qu'on appelle des enveloppes innovation. C'est-à-dire l'enveloppe innovation, elle va permettre à une collectivité d'avoir un budget pour investir comme elle le souhaite sur des startups pour faire des tests localement. Et la collectivité est libre de choisir. On lui propose des startups. Quand elle nous interroge sur une thématique, on va lui proposer des startups. Et si elle demande que ces startups soient des startups locales, on peut focuser directement sur des startups locales sur la thématique qu'elle aura souhaitée. Très bien. Donc la boucle est bouclée. Jean-Philippe Dubar, tout à l'heure, j'ai oublié de vous demander, donc vous financez l'économie régionale, locale, mais vous êtes aussi une entreprise qui consommait des services, des biens. Vous achetez localement, c'est aussi un souci, ou est-ce que vous êtes intégré au grand groupe qui vous chapeaute, BPCE? Non, c'est vrai que par rapport à ce que disait Sylvain tout à l'heure, nous on a à peu près 2000 fournisseurs ou partenaires localement. D'accord. Sur les 2000, on en a 69% aujourd'hui qui sont locaux. C'est-à-dire qu'on réinjecte chaque année sur le territoire 35 millions d'euros par rapport à nos commandes, par rapport à nos partenariats. Parallèlement à ça, on a aussi dans l'engagement sociétal de la banque une enveloppe à peu près de 2,5 millions qui est réinvestie chaque année par rapport au monde associatif, par rapport au mécénat. Donc c'est vrai qu'on essaye par cet engagement-là de rendre un peu ce que le territoire nous a donné, ouais. et de faire en sorte qu'on soit dans une boucle vertueuse pour que tout simplement, si nos clients, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, vont mieux, nous on pourra aller mieux. Et donc cette démarche, je pense qu'elle est très importante parce que vous avez raison, certains groupes ont tendance à vouloir tout centraliser et à faire des commandes de fournisseurs, des partenariats au niveau national. Pour faire des économies d'échelle. Alors, on a 30% quasiment qui sont à ce niveau-là, notamment au niveau de l'IT, tout ce qui est informatique. Là, on est plutôt sur des bases au niveau national. Mais sinon, à chaque fois qu'on peut, on le fait. Voilà. Très bien. Alors, la particularité des banques mutualistes comme la Banque Populaire, c'est que vous n'avez pas d'actionnaires, mais vous avez des sociétaires. C'est-à-dire que c'est les clients qui sont détenteurs de parts et qui viennent à vos assemblées générales, et qui influencent un peu la décision et le cap que peut prendre la banque. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les assemblées générales, vous avez beaucoup de questions sur la RSE, sur l'environnement, sur ce que la banque finance? Est-ce que vous financez des industries polluantes ou pas? Est-ce que ces questions émergent? Alors, elles commencent à venir de plus en plus, et notamment aussi sur notre propre empreinte carbone. Est-ce que la banque elle-même, en tant qu'entreprise, est rentrée dans une démarche vertueuse par rapport à ça? Dans notre plan moyen terme 2022-2024, nous avons pris un objectif de réduire de 15% notre empreinte carbone. Et donc, chaque année, nous avons un suivi, un pilotage qui permet à chaque direction de chiffrer exactement quelles sont les réductions. Et ça fait partie des questions qui sont demandées aujourd'hui par les sociétaires. Je rappelle qu'une banque mutualiste et régionale, ses administrateurs, donc c'est-à-dire le conseil d'administration, il est issu de chefs d'entreprise ou de représentants locaux.
Là aussi, il n'y a pas de C'est personnes. des gens du cru. C'est des gens du cru. Voilà. Donc, notre président, André Joffre, le président de Texol, qui est une entreprise de Perpignan, est quelqu'un qui, même s'il est connu nationalement et internationalement parce qu'il est dans le photovoltaïque et que c'est l'un des grands spécialistes mondiaux du photovoltaïque, ça n'empêche, il est perpignanais à la base. Il est catalan, quoi. Et voilà, ça, il est fier de l'être. Donc, Comme tous les Catalans. C'est ça, oui, en général. Donc, mais bon, donc c'est vrai qu'on participe comme ça à la vie locale, on travaille sur ce type de contrat de partenariat et dans le mécénat que nous mettons en place aussi, nous essayons d'accompagner des structures locales. D'accord. Donc, c'est-à-dire quand la Fondation Banque Populaire a été créée, on a accompagné en 10 ans, parce qu'en fait les 10 ans de la Fondation, elle a accompagné plus de 600 associations pour 1,5 million. Ce sont que des associations locales. Donc on revient toujours au territoire. Alors Gentiane, je voulais qu'on parle du coq vert. Parce que c'est des entreprises que vous accompagnez, que vous réunissez au niveau local, hein, qui sont engagées dans la transition environnementale. Hein. Tout à fait. Je vais peut-être rapidement vous parler quand même du plan climat avant Oui. de revenir sur le Ouais, coq vert parce bien que sûr. c'est lié. BPI France, donc on a à cœur d'accompagner les entreprises sur toutes les thématiques et notamment sur le sujet climat qui est très important actuellement. En septembre 2020, on a lancé ce qu'on appelle le plan climat de BPI France. Le plan climat, il est fondé sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est accélérer la transition de toutes les entreprises. Donc, Que vous financez, que vous accompagnez ou alors, pas c'est à travers des solutions d'accompagnement et de financement à la fois. D'accord. Et quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit son stade de maturité par rapport à la transition climatique. Donc, on souhaite vraiment aider toutes les entreprises à se mettre en transition ou, si elles le sont déjà, à accélérer cette transition. Ça, c'est très important. Le deuxième pilier, c'est le financement des green tech. Donc, on a parlé un petit peu de start-up tout à l'heure et d'innovation. Les green tech, pourquoi c'est important ? C'est parce que c'est en finançant et en accompagnant les green tech qu'on va pouvoir faire émerger des solutions de décarbonation et qu'on va pouvoir lever des verrous technologiques qui existent encore dans certains secteurs et qui freinent la décarbonation de ces secteurs. Donc ça, c'était le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est très important aussi, c'est le financement des énergies renouvelables. Alors, on est dans une région où justement, il y a beaucoup d'acteurs dans ce secteur. Projets, ouais, beaucoup voilà, de projets. les ENR, il y a beaucoup de projets ici sur Montpellier. On en finance beaucoup. Là, l'idée, c'est de décarboner la production de l'énergie et d'améliorer notre mix énergétique. C'est une des ambitions phares de l'État et on s'inscrit dans cette dimension-là. Et donc, BPI France finance des projets d'énergie renouvelable depuis pas mal d'années. Mais vraiment, on met l'accent et on veut accélérer aussi ces projets-là, l'émergence de ces projets pour vraiment que le mix énergétique s'améliore et qu'on décarbone encore notre énergie. Et souvent, quand BPI finance un projet, un parc éolien, une ferme photovoltaïque, de l'éolien en mer, souvent c'est une réassurance pour d'autres financeurs. Vous jouez un peu l'effet de levier, c'est-à-dire on se dit tiens, si BPI France finance ou soutient, c'est que nous autres banquiers plus classiques, on va pouvoir y aller. Oui, alors effectivement, c'est vrai que BPI France, on est partenaire des autres financeurs, de tous les autres financeurs de la place. Vous êtes toujours en cofinancement. Hein, voilà, général. notre fonctionnement, effectivement, c'est plutôt d'avoir un effet de levier, c'est d'être en cofinancement, de venir compléter un plan de financement. Et c'est comme ça qu'on fonctionne et on n'a pas du tout vocation à être concurrent des autres financeurs, mais vraiment plutôt partenaire. Et comme en effet on est banque d'investissement et on n'est pas banque de flux, c'est ce qui nous différencie, on a une analyse qui est un petit peu différente, puisqu'on a une analyse qui est vraiment centrée projet. Oui. C'est-à-dire qu'on va, Faut que le financer... projet en lui-même, voilà, on si va le pas se projet... récupérer sur du flux. Exactement, exactement. Ou sur le patrimoine, peut-être des porteurs de projets. On est vraiment... on va financer un projet si on estime qu'il est viable, si on y croit. Et c'est vrai que c'est cette vision-là, cette analyse-là qui est appréciée des autres financeurs
Et voilà, c'est vrai qu'ils aiment bien qu'on soit dans la boucle puisque c'est un peu si on valide le projet, ça peut les rassurer. Parce que vous êtes très sérieux quand même chez BP. Eux aussi. On essaye. Jean-Philippe, un mot. On est dans une région effectivement où il y a beaucoup d'entreprises, d'acteurs dans les ENR, les énergies nouvelles, énergie renouvelable, on va dire. Est-ce que la banque, c'est une poche de crédit qui augmente d'année en année le financement de ces ENR? C'est une véritable préoccupation, Gentiane l'a bien décrite. Et en fait, aujourd'hui, nos clients nous interrogent de plus en plus par rapport à cette problématique. Donc il y a quelques années de ça, on avait été la première banque à lancer sur le territoire des agences Pop Green, qui étaient des agences dédiées pour nos clients particuliers, professionnels, sur les problématiques de transition énergétique. Alors c'était financement de véhicules propres, travaux de rénovation d'énergie. Puis on a vu qu'on était plutôt dans une démarche affinitaire, presque un peu parfois militante chez nos clients qui rentraient dans ces agences-là. Et donc, on a décidé de passer la vitesse supérieure et en 2023, on a lancé la Banque de la transition énergétique, sur lequel d'ailleurs on a pas mal de projets. On travaille en cofinancement avec BPI et on a bien vu la volumétrie des demandes de crédit augmenter chaque année. Il y a 4 ans, 5 ans de ça, les volumes de crédit entre guillemets verts, c'était une dizaine de millions d'euros. Là, cette année, on a mis sur la table une enveloppe de 150 millions d'euros. Oui. Donc, on voit que ça accélère. Un changement d'échelle. Voilà, tout à fait. Ça va très, très vite. On a créé une équipe d'ingénieurs Banque Transition Énergétique dédiée qui vont chez les clients, qui travaillent avec eux sur leurs projets de transformation et de transition énergétique et qui permettent de mieux les accompagner. Et donc, ça, c'est vraiment une démarche qui est un peu différenciante du métier de banquier traditionnel. Ouais. On essaye de sensibiliser aussi tous nos collaborateurs sur la transition énergétique. Et certains, il y a beaucoup de jeunes ici dans la salle, mais vous êtes tous sensibilisés à la fresque du climat. La fresque du climat peut être un point d'entrée pour permettre aux collaborateurs de mieux comprendre, mieux s'acculturer sur la problématique-là. Parce qu'aujourd'hui, le banquier traditionnel, il reste encore sur son mode de fonctionnement d'il y a 20 ans, 30 ans, et il ne voit pas forcément toujours ce qui va arriver. Et donc c'est le premier pas qui permet de changer ça, la façon exactement. de faire. Et après, on essaie de le faire de façon collégiale avec l'ensemble de nos partenaires. Et par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, je crois que c'est toi qui disais, Jean-Siane, il faut aussi intégrer toute la partie universitaire, formation. Parce que c'est hyper important que les jeunes qui vont être les futurs cadres, les futurs dirigeants de demain, soient aussi déjà dans cette sensibilité-là. Ils l'ont déjà a priori, mais qu'ils puissent savoir qu'il y a des organismes, des entreprises, un écosystème autour d'eux qui va pouvoir les accompagner et leur permettre de mettre en place leurs valeurs concrètement lorsqu'ils vont créer leur entreprise ou lorsqu'ils vont travailler dans une entreprise. C'est intéressant. Sylvain, l'aspect valeur chez les nouveaux embauchés, les nouvelles générations qui arrivent dans la banque, vous avez les mêmes problématiques chez Jean-Claude Decaux. Vous aussi, le fait de faire du upcycling, de dire regardez, on va réduire notre empreinte carbone, ça aide la marque employeur à recruter? Ça donne du sens dans ce que l'on fait. Ah oui. De la même manière, quand on fait des projets de végétalisation qui aident à l'intégration dans les collectivités. Et c'est vrai que les gens, quand on arrive à recruter, ils sont portés par ces valeurs-là. Et c'est tout à fait intéressant. Ouais. Mmh. Jean-Siane, alors on va revenir au coq vert, puisqu'on a abordé mais on n'a pas creusé. Alors ces entreprises engagées dans la transition énergétique, le coq vert, vous savez, c'est un coq, il existe le coq French Tech, il y a le coq vert aussi. C'est quoi ce coq vert? Alors on aime bien les coqs chez BPI France, c'est un peu notre emblème, donc le vert pour le climat forcément. L'idée de la communauté du coq vert, c'est justement de créer du lien. Et notamment de créer du lien en local, puisqu'on sait que c'est très très important et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Donc l'idée, c'est de réunir dans cette communauté 2 catégories d'entreprises. On va avoir d'un côté des green tech, donc qui sont à même de faire émerger des solutions justement pour la décarbonation et qui sont intéressés pour faire connaître leurs solutions. Et de l'autre côté, on va avoir des entreprises en transition, qui se mettent en transition ou qui sont déjà depuis longtemps pour certaines, puisqu'on en a qui sont très très avancées et qui sont vraiment moteurs sur le sujet. L'idée, c'est vraiment de mettre en relation ces 2 catégories d'entreprises pour
créer du lien et pour qu'elles puissent échanger entre elles et pour qu'il puisse y avoir des synergies entre elles. Donc comment on fait ça ? On crée une communauté, on crée surtout des événements. Ah, vous réunissez les gens en physique. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est en se rencontrant qu'on peut s'identifier, se connaître, être amené à échanger et créer du lien. Alors ces événements, il y en a au niveau national puisque la communauté du Coq Vert, elle est d'abord nationale. On est actuellement, on a dépassé les 2000 membres il y a pas longtemps. Et puis ensuite, elle se décline en local et c'est là où c'est encore plus important, je pense. On organise des événements locaux aussi, donc soit au niveau régional, on va dire Occitanie, mais même... C'est très grand. Hein, voilà, c'est trop grand, ouais. donc on a du mal à faire bouger les gens et je le comprends tout à fait. Donc même à l'échelon plus local, donc moi je gère l'Occitanie Est, donc on fait des événements à cette échelle, voire même parfois plus petits, puisqu'on envisage même peut-être de faire des petits déjeuners par implantation pour que ce soit encore plus proche ouais. et que ça prenne pas trop de temps, mais que les gens puissent se rencontrer vraiment dans leur écosystème vraiment local. Et on voit que ça marche, c'est-à-dire qu'on le voit dès qu'on organise un petit déjeuner, un cocktail, un événement, on voit qu'il y a des échanges de cartes de visite, on voit qu'il y a des intérêts communs qui se dégagent. Donc on partage les bonnes pratiques, dit tiens, moi j'ai été financé de telle façon, tu peux regarder, c'est souvent de l'informel. Exactement, et c'est comme ça. On sait que c'est comme ça que ça fonctionne et c'est ce qu'on souhaite. En fait, l'idée de la communauté, c'est de créer un cadre. Pour l'instant, on est BPI France et donc moi, pour ma région, je suis chargée de l'animer. Mais à terme, l'idée, c'est qu'elle vive vraiment par elle-même, c'est que les membres la prennent en main et puis la fassent vivre. Très bien. Alors avant de jeter un œil à ce que Julien aura retenu de nos échanges, j'aurais aimé, Jean-Philippe, qu'on parle de banques très locales, encore plus locales que BP Sud, mais qui sont dans votre galaxie. Vous m'aviez parlé, alors moi je suis allé voir sur Internet, du coup j'étais passionné. Vous êtes aussi chez BP Sud, vous avez le Crédit Maritime Méditerranée, la Banque du Puy de Parseval et la Banque Mars. Alors c'est très local, c'est souvent départemental. Expliquez-nous. Oui, alors ces trois banques ont été effectivement intégrées dans le groupe Banque Populaire du Sud il y a quelques années, c'est assez récent. Elles ont chacune des particularités, c'est-à-dire que le Crédit Maritime, c'est une banque qui est la banque de l'économie bleue, donc tout ce qui est financement de l'économie liée à la mer. Et aujourd'hui, c'est une petite banque, mais c'est, on va dire, une pépite, puisque dans son activité, elle accompagne plus de 80% des pêcheurs du bassin de Thau. On voit qu'elle a vraiment une part de marché très importante et elle est de plus en plus reconnue dans ce domaine de l'économie bleue qui va au-delà de ce qui se passe en Méditerranée, parce que on a aussi des incidences climatiques, notamment, qui peuvent se dérouler ou des décisions qui peuvent être sur d'autres domaines. La Banque du Puy de Perceval, c'est une banque très ancienne que nous avons rachetée, comme la Banque Mars d'ailleurs. La Banque Mars est une petite banque qui a été créée il y a plus de 150 ans, qui est sur le territoire de l'Ardèche et de la Drôme. D'accord. Donc ce qui fait qu'on va aussi sur la Drôme. Vous dépassez oui, vos on dépasse un peu notre territoire. Ouais. On va un peu chasser chez nos copains de BP Aura. Et puis la Banque du Puy de Perceval, c'est une banque qui a été créée aussi sur le bassin de Thau il y a plus de pratiquement 200 ans aussi par les deux familles qui se sont réunies. Et c'est une banque qui est plutôt banque privée, c'est-à-dire avec beaucoup de chefs d'entreprise du territoire qui sont clients là-bas, qui ont une approche très patrimoniale, avec un mode de fonctionnement qui est peut-être un peu disruptif par rapport à ce qu'on trouve dans les banques traditionnelles aujourd'hui, et une approche un peu cocooning de ses clients, et qui fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes client de la BDP, en général, vous avez envie de le rester très, très longtemps, quoi. Ah oui. Et puis l'attachement à une marque locale, j'imagine, puisqu'on a une parlé marque locale, de... oui. Ouais. Alors on la retrouve un peu sur tout le territoire, mais on va dire que 60%, 70% de son activité, c'est surtout sur l'Hérault, le Gard. Voilà. Après, vous avez quelques agences qui sont un peu diffuses sur les PO LOD, mais on est vraiment sur une banque qui avait été créée territorialement. Bon, merci en tout cas à tous les trois de nous avoir partagé les vertus, on va dire, du localisme, pour faire simple, en tout cas des boucles locales. On va regarder ce que Julien a retenu de nos échanges et je vous passe le micro. Merci beaucoup. Donc, je suis Julien Revenu du collectif de facilitation graphique Les Parlographes et je vais essayer d'accompagner oralement cette petite... C'est mon jingle personnel.
d'accompagner cette petite synthèse visuelle par un accompagnement oral. Alors, qu'est-ce que j'ai pu retenir de ce que l'on s'est dit aujourd'hui ? On a commencé par le témoignage de Monsieur Grandpierre de JC2Co qui nous a quand même annoncé qu'il réparait localement sur place leurs panneaux d'affichage et que les annonceurs étaient aussi locaux. Ce qui m'a quand même donné l'occasion d'imaginer que peut-être que le réparateur spécialisé de panneaux de Fabreg, il répare des panneaux où lui-même il publie sa pub de réparateur de panneaux. J'ai bien aimé l'idée. J'ai bien aimé la petite question de Gilles Bousquet à Monsieur Grandpierre. Vous allez voir, c'est toute une affaire de virgule parce qu'on parlait de sobriété, de décroissance au débat juste avant. Votre question, Monsieur Bousquet, c'était « Et alors chez JC2Co, vous êtes plutôt bien, virgule, vous êtes en croissance ?» Et je trouve que c'est quelque chose d'assez nouveau d'imaginer que peut-être que pour qu'une entreprise soit bien, elle ne soit pas forcément en croissance économique, mais par contre, elle soit en croissance de ses vertus environnementales, sociales, qu'elle se préoccupe du bien-être de ses collaborateurs. On a compris que vous militiez pour réindustrialiser le pays, pour rendre des critères environnementaux importants dans les appels d'offres. Aussi, je vous suggère de les envoyer par avion papier, comme ça c'est du zéro carbone. Je redécouvre la Banque Populaire du Sud avec laquelle il m'arrive de travailler et j'apprends qu'elle est déjà en circuit court, donc j'attends très bientôt mon offre de prêt dans la cagette de la map de ma conseillère pour que toujours upcycling, c'est très important. Évidemment qu'on a un avantage concurrentiel quand on est en local, puisque si on maille le territoire, on va à la banque d'à côté avec un collaborateur qui nous connaît et avec des sous qui seront confiés à la banque et peut-être réinvestis dans la fameuse AMAP locale qui nous donne la cagette dans laquelle on a l'offre de prêt, etc., etc., etc. Donc on a compris que les fonds étaient réinvestis à 100% en Occitanie, que j'ai représenté assez schématiquement par une tielle sétoise. En tout cas, tout ça, ça renforce l'attrait d'éventuels salariés, parce qu'évidemment, pour tout un tas de générations, en fait, je pense que ça touche tout le monde. Il y a cette recherche de sens. Il y a trop de gens qui se lèvent le matin parce qu'ils sont dans des bullshit jobs et ça fait après beaucoup de gens qui font des formations pour être chevriers dans les Cévennes et au bout d'un moment, il n'y aura plus de place dans les Cévennes. Peut-être on peut réinventer nos métiers du tertiaire et leur donner plus de sens pour éviter de tous élever des chèvres. On a parlé de l'upcycling ensemble, c'est allé vite, il me manque des informations. Moins 48 à moins 76% de quoi quand on fait de l'upcycling ? De carbone. De Donc, carbone. on consomme moins 48 à moins 76% de carbone par rapport à un abribus classique qui serait fait à neuf complètement. Je l'entends. Donc une nouvelle notion différente du recyclage, c'est-à-dire utiliser ses propres rebuts, aller chercher des rebuts industriels, et c'est pas forcément facile chez les gens qui sont autour. Ça veut dire gérer des flux de matière différemment. Si moi je dois faire un dessin à partir de 7 types de papiers différents que je dois chercher dans 7 endroits de Montpellier, je comprends que ce soit compliqué. Ça peut être une bonne chose d'être une grosse entreprise pour faire ça. On peut peut-être simplifier les choses. L'idée étant évidemment d'éco-concevoir avec le matériel qui est disponible. Et là, on retrouve la logique de la low-tech, de la sobriété choisie. Si tout ça, c'est votre vraie direction, je pense que ça peut donner quelque chose de très intéressant. Et puis le témoignage de Madame Gire qui nous a dit qu'avec la région, elle accompagnait les PME locales en appuyant sur le bouton RSE et qui nous a parlé de son grand plan. Alors c'est le plan quoi déjà ? Le plan climat. Bon, il n'y avait pas de piège, hein, c'est assez simple, mais je me permets de le rajouter. Le plan climat, dont le premier point est, je ne l'ai pas non plus, j'ai le soutien au green tech en 2, faire émerger des énergies décarbonées en 3, et le premier c'était ? Accélérer la mise en transition des entreprises. Accélérer la transition, on va dire. Accélérer la transition, sinon c'est trop long. Accélérer la transition. Et comme du coup je dois moi aussi accélérer, je n'aurai pas le temps de faire une transition, mais je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Julien, merci à nos 3 intervenants d'avoir partagé vos expériences. C'est aussi ça le monde nouveau, c'est le débat qui est créé comme pour la communauté du Coq Vert, l'émulation. Merci beaucoup et bonne suite du monde nouveau. Merci.